That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content parce que je retrouve Malavida qui était venu 2 fois chez Microciné. On avait discuté de Jean Vigo, une rétrospective Jean Vigo, mais aussi de Makavejef. C'était il y a quelques semaines de cela et c'était un plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de 3 films qui sortent aujourd'hui, 3 films qui ressortent de Yeri Menzel. Le sous-titre, c'est La comédie est une arme, très important. Et les 3 films en question, c'est Trains étroitement surveillés qui a été réalisé en 66, Alouette, le fil à la patte en 1969 qui a une histoire très particulière, on va en parler aussi, et Une blonde émoustillante que j'ai découvert grâce à Malavida et qui est peut-être mon préféré des 3 et qui date de 80, qui est assez incroyable et rocambolesque. Yeri Menzel, c'est la nouvelle vague du cinéma tchèque des années 60, c'est beaucoup de choses, et aujourd'hui pour en parler, bien évidemment, Malavida, Lionel de chez Malavida, et Jean-Gaspard Palenicek qui est, je cite, ancien directeur du Centre tchèque de Paris, traducteur, poète et un fin connaisseur du cinéma tchèque. C'est ce qui m'a été décrit. Donc, je me suis dit, là, il faut absolument que vous soyez là. Bon, bonjour à vous deux. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. De nous accueillir. Première question, très très simple. Hein. Comment ça s'est passé la première fois que vous avez croisé le cinéma de Yeri Menzel? Nous, on s'est croisés dans les livres. C'est ça le problème. C'est que donc au début des années 2000, quand avec Anne-Laure, on s'est dit qu'on voulait ensemble monter Malavida et qu'on se demandait qu'est-ce qu'on va en faire de cette boîte en fait, c'est quoi l'idée? Et l'idée, c'était de montrer ce qui nous faisait le plus envie, quoi. C'était vraiment nos coups de cœur et notre envie de remontrer des choses qui, à l'époque, n'étaient pas visibles. Ça a été par exemple Widerberg, ça a été par exemple Makaviev il y a quelques semaines, des auteurs comme ça. Et puis il y avait aussi le cinéma tchèque qui était une sorte d'arlésienne pour nous, puisque c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on lisait dans les livres universitaires, dans les encyclopédies, qu'il y avait eu dans les années 60 une sorte de miracle du cinéma tchèque, avec des noms comme Forman, Menzel, mais surtout beaucoup d'autres. Mais aucun des films n'était visible, que ça soit en DVD. Dans les salles, vraiment de manière extrêmement compliquée, difficile. Par exemple, à l'Hackathon, il y avait quelques séances de temps en temps dans le quartier latin à Paris, mais les projections n'étaient pas forcément de super qualité. Et évidemment, à la télévision, jamais. Et donc, on s'est posé la question, pourquoi les films ne sont pas visibles et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à faire en sorte qu'ils le soient à nouveau? Et dans ce corpus de films, il y avait les 2 grands noms, c'était Forman et Menzel. Et Forman, c'était un peu comme Widerberg avec la Suède, c'était un peu la tête de gondole du cinéma tchèque. Et c'est vrai que chez Malavida, on est plus intéressé par les outsiders, les numéros 2, ceux qui sont moins connus, mais dont généralement le cinéma, en fait, en ce qui concerne nos goûts personnels, est souvent plus intéressant que celui de la tête de gondole. En tout cas, nous, on y trouve d'autres choses. Et on s'est attaché à travailler sur les films de Menzel. Quand on a contacté les Tchèques à la mi-temps des années 2000, ils nous ont proposé plusieurs films. Et dedans, il y avait Les trains étroitement surveillés. Et c'est comme ça que ça a commencé, par des éditions DVD. Une collection qui a commencé donc avec 5 titres, dont L'As de pique, Les petites marguerites, Trains étroitement surveillés, Le miroir aux alouettes, pour ne citer que, donc 4 grands titres du cinéma tchèque. Et après, la collection tchèque s'est constituée de manière plus ample. On est monté quasiment, je crois, jusqu'à 40 titres. Donc, en se centrant sur cette période précise, quasiment, voilà, 62-69, pour parler de cette fameuse période du miracle du cinéma tchèque, un peu plus dans les faits, puisqu'ils ont continué à faire du cinéma après. On en reparlerait de manière un peu plus compliquée. Mais on s'est attaché d'abord sur le DVD. Et puis, ensuite, grâce à l'avènement du numérique dans les salles à la fin des années 2010, précisément 2009-2010, ont commencé les restaurations. Les restaurations sont apparues plus faciles à faire, moins onéreuses, et la cinéma tchèque a commencé véritablement à faire des restaurations de grande ampleur et a commencé à s'intéresser à ces réalisateurs. Et on a pu commencer à faire quasiment 1 à 2 films par an issus du cinéma tchèque à partir de 2013. Je crois qu'on avait commencé avec Les petites marguerites, puis on a enchaîné avec Les trains,
puis on avait fait Éclairage intime. Et avec ce développement du travail autour du cinéma tchèque, on est amené à aller plusieurs fois à Prague. Et là, on a rencontré Jiří. Et là, c'est vrai que ça a été une sorte de choc, dans le sens où voilà, on découvrait les films de Menzel et on s'apercevait en plus que le type, le bonhomme en lui-même, le réalisateur, était un type formidable et qu'il était à l'image de ses films, c'est-à-dire humaniste, drôle, malicieux, intelligent, avec une immense modestie et une immense joie de voir son cinéma à nouveau montré dans les salles, notamment en France, qui pour les Tchèques est un cinéma, un lieu important pour diffuser le cinéma, comme pour tous les réalisateurs du monde d'ailleurs. Et là, c'est vrai qu'une amitié est née, et cette amitié, elle amène au fait qu'aujourd'hui, on remonte effectivement, on ressort 3 films restaurés de Jiří qui sont pour nous parmi les meilleurs. À suivre, il y a un coffret DVD avec 5 titres, à chaque fois des versions restaurées. Et que voilà, cette rétro aurait dû arriver il y a 1 an et demi. Il y a eu le Covid qui est arrivé donc en mars 2020 avec la fermeture de salles. Il y a eu le décès d'Jiří en septembre 2020 qui a été une grosse une peine pour nous, assez importante. Et puis on s'est dit après son décès, on a eu un peu de mal à s'y remettre. Et puis on s'est dit vraiment, c'est important, encore plus important peut-être aujourd'hui et dans les circonstances actuelles, dans le climat actuel, à la fois climat d'ailleurs politique, intellectuel, tout ce qu'on veut, de remontrer les films des Menzel, qui sont une sorte d'incarnation de l'humanisme et qui ont été faits dans une période qui était extrêmement compliquée quand même, puisque sous régime communiste, sous censure, etc. Et il y a gagné, je pense, des qualités qu'ils n'auraient pas eues dans un autre temps et à une autre époque. Et que c'est encore plus important d'arriver à remontrer ces 3 films aujourd'hui. Ces 3 films qui ont des qualités diverses, qui ont été reconnus aussi de manière diverse, puisque Les Trains étroitement surveillés, premier long métrage, Oscar du meilleur film étranger. Alouette, film fait en 68, censuré immédiatement, qui ressort en 90 et qui gagne l'Ours d'argent au Festival de Berlin. Et La Blonde Émoustillante, qui a un parcours un peu différent, un peu moins connu que les 2 autres, qui sont vraiment considérés comme les 2 grands chefs-d'œuvre de Menzel. Et nous, on aime beaucoup aussi, comme vous, Samir, comme toi, La Blonde, parce que c'est une sorte il se fait chantre d'une sorte d'hédonisme, mais pas que, qui fait que quand on sort de ce film-là, on voit vraiment la vie sous un œil différent, on a vraiment envie d'en profiter. Et je pense que c'est aussi très très important de récupérer cet élan de vivre qui est un peu abîmé ces dernières années. Et pour nous, le film est vraiment très très important. Le film a été fait en 81, début d'une période très compliquée puisque de nouveau censure. Mais je pense que Gaspard va en parler mieux que moi. Pour résumer, c'est vrai que c'est une sorte de compagnonnage qu'on a eu avec Jiří, qui ne s'est pas arrêté avec sa mort, parce qu'on va continuer à montrer ses films, que ce soit en salle, en DVD et par tous les moyens possibles, et qu'on va, je l'espère, au-delà du prochain coffret DVD, montrer d'autres films de lui qui sont pareils que La Blonde, qui sont un peu tombés dans l'oubli, mais qui n'ont pas moins des qualités. C'est vrai que quand on a travaillé sur Widerberg et qu'on a ressorti La Beauté des choses il y a 1 an et demi, c'était le film le moins connu, et c'est le film quasiment qui a eu le plus de succès en France. On a fait 10 000 entrées, et les gens ont vraiment eu la sensation de redécouvrir un chef-d'œuvre. Je pense que dans la carrière de Menzel, il y a encore la place pour ça. Ouais, j'étais en train de me dire à quel moment moi j'ai rencontré Menzel, moi qui ai un parcours différent, franco-tchèque et grandi à Prague. Alors je ne vais pas m'attarder longuement là-dessus, mais il y a 2 éléments, parce que je pense que c'est parlant pour répondre à votre question aussi. Probablement, une des premières fois que j'ai dû voir Menzel, ça devait être dans le film La Petite Apocalypse de Costa Gavras, donc comme acteur, comme comédien. Et alors, c'est pas anodin. Si je le mentionne, c'est alors pour ceux qui ne se souviennent pas du film, le film parle d'un dissident, enfin c'est l'adaptation d'un roman, et ça parle d'un dissident exilé en France
chez des amis français et on est dans les ambiguïtés, dans les incompréhensions, dans les malentendus, dans la perception de l'autre, dont on ne connaît pas forcément tous les codes. Et il se passe une chose, c'est qu'il veut changer une ampoule, et puis la chaise glisse, il tombe, tout le monde accourt et on pense qu'il a voulu se suicider. Et c'est la situation de base du film avec voilà les amis dont un joué magnifiquement par André Dussolier qui sont d'un cynisme sans même s'en rendre compte, complètement ravageurs, qui veulent tirer profit de la situation pour leur projet de pétition, etc., de mise en scène spectaculaire de ce destin tragique. Or, et c'est pour ça que j'en parle, Mansell traverse ce film comme une espèce de funambule simple, pur, complètement dépassé par ce qui lui arrive et pas du tout intéressé par voilà tout ce qui peut être mise en scène, gestes spectaculaires. Et quelque part, cela correspond pas mal à ce que pouvait être son attitude. Contrairement, par exemple, à un Forman qui, lui, est souvent intéressé justement par l'anecdote absurde, l'anecdote qui va pouvoir approcher l'humanité à travers quelque chose d'ironique, quelque chose de ravageant, justement. Forman qui a eu un début de destin tout à fait tragique, voilà, orphelin, ses deux parents sont déportés pendant la guerre, lui qui grandit chez des parents d'adoption qui se le passent et qui vit en fait dans la peur d'être abandonné à tout moment, quoi. Ce qui est peut-être une des clés de son exil, pas de son succès certes, mais de son exil. Mansell, lui aussi, bien sûr, grandit pendant la guerre, son père est emprisonné, lui aussi vit dans cette peur de parler trop directement, de perdre quelque chose, mais son attitude est complètement différente. Son attitude, c'est celle de faire le pitre. Et une autre de mes premières rencontres avec Mansell, c'était de voir au théâtre une de ses mises en scène, l'importance d'être constant d'Oscar Wilde. Et là aussi, je pense que c'est pas anodin, parce que Mansell leur a souvent dit qu'il aura toujours été beaucoup plus attiré par le théâtre, qu'il se considérait comme un metteur en scène de théâtre, et d'être arrivé un peu à la fois au cinéma et à la fois au jeu d'acteur, comme par hasard, par la force des choses. Et il avait dans sa vie privée aussi une attitude qui était une attitude de faire rire les gens, de détourner le tragique de la vie à travers une forme de badinage légère et drôle, et une attitude qui soit une attitude d'humour tendre. Et ça résume bien sa place dans le contexte de la nouvelle vague tchèque, puisque s'il y a une spécificité pour cette nouvelle vague, c'est qu'il n'y a pas de manifeste ou de groupe. Ce sont des camarades de classe qui se retrouvent dans ce contexte où il y a une espèce de dégel très progressif politique dans cette Tchécoslovaquie totalitaire communiste des années 60, et qui veulent en profiter, qui sont des férus de cinéma. Mansell, très tôt, passe ses journées dans la salle de cinéma de son quartier, à voir ce qui est en fait, et c'est plus important encore que la salle de cinéma du quartier, c'est qu'il y a un petit cinéma à Prague qui a hérité de la plupart des copies des films intéressants qui ne peuvent pas être montrés, qui ne sont pas en distribution. Donc en fait, il voit très tôt des films comme Partie de campagne de Renoir, Un chapeau de paille d'Italie de René Clair, des films qui vont le marquer, cette tonalité-là, cette tonalité ensoleillée, inatteignable, parce que forcément, pour quelqu'un qui a grandi pendant la guerre et qui n'a connu que la guerre et le régime totalitaire, la période d'avant-guerre est nécessairement idéalisée comme une espèce de paradis perdu. Et c'est ce qu'on retrouve. Ce regard, on le retrouve dans Train étroitement surveillé, ce regard de la période de l'occupation nazie, qui est celle de l'enfance de Mansell, qui, je pense, explique la tendresse de ce film qui pourtant aborde une période tout à fait tragique.
C'est cette tendresse aussi qu'on retrouve dans Alouette, le fil à la patte, qui est un film qui se déroule au début des années 50, donc la période de la terreur, la période de la persécution des intellectuels, de la persécution des ouvriers aussi, puisque en fait, on le comprend très vite, le régime communiste persécute qui compte est contre lui ou qui compte ne l'arrange pas, y compris les ouvriers, y compris les paysans. Mais ça correspond de nouveau à la période de la jeunesse de Menzel. Donc on a là cette terreur abordée de façon frontale, mais par le biais de l'humour tendre. Et on retrouve cette idéalisation de l'avant-guerre dans Une blonde émoustillante, avec ce tableau complètement ensoleillé, complètement rêvé. Alors, on est dans l'adaptation d'un roman de Bohumil Hrabal, ce grand écrivain tchèque de la deuxième moitié du XXe siècle. Un roman en partie autobiographique où il évoque ses parents, son beau-père, sa mère, son oncle. Et voilà, nous sommes dans la nostalgie de l'enfance et dans ce regard tendre vers une enfance peut-être perdue, peut-être idéalisée, mais qui est justement un tremplin vers quelque chose qui va emplir le spectateur sort de ces salles en planant comme sur un nuage, quoi. Il y a quelque chose d'assez particulier dans ces trois films, et surtout dans Alouette, et je pense même dans Une blonde, c'est que il a une attitude à taquiner ses personnages, mais avec bienveillance. C'est dû en partie aussi au fait que les trois films sont coécrits avec Bohumil Hrabal ou adaptés d'œuvres de Bohumil Hrabal. Mais c'est à la fois, on retrouve l'esprit de Hrabal qui a un regard très cru souvent sur les hommes, sur l'histoire tchèque. Hrabal met une place importante pour toutes ces communautés qui ont disparu, donc les Juifs disparus pendant la Shoah, les Roms disparus aussi en grande partie pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis déplacés par les communistes, utilisés par les communistes aussi. Voilà, les petites gens, ces profs de philo ou ces juges qui se retrouvent aux travaux forcés dans ces aciéries, ces brasseurs. Hrabal est un grand amoureux de l'artisanat, du travail bien fait, du vocabulaire spécialisé des ouvriers, des travailleurs. Mais Hrabal aussi ne ferme pas les yeux devant la violence. Il y a quelque chose de très violent souvent chez Hrabal aussi, de très cru, et c'est en cela que Menzel diffère. C'est qu'on retrouve en fait cette violence entre les lignes, mais ce n'est pas que Menzel ferme les yeux devant elle, mais voilà, c'est le mot-clé que vous l'avez dit, c'est ce mot de bienveillance en fait. Et comment il était perçu en Tchécoslovaquie, le Jiří Menzel dans les années 60 et même jusqu'aux années 80, comment il était perçu? Alors, ça change selon les périodes, bien sûr. Menzel aura souvent dit qu'il a eu énormément de chance parce que s'il a pu gagner l'Oscar du meilleur film étranger avec Train étroitement surveillé, c'est parce qu'avant lui, il y a eu les succès des Amours d'une blonde, il y a eu les succès de ses prédécesseurs. C'est à la fois le régime, en fait, a commencé avec les films d'animation de Tonka et de Zeman à avoir des succès internationaux au festival, donc à faire vendre des films, donc à faire entrer des devises. Donc c'est à la fois une volonté de se donner une image de, voilà, regardez, l'art, au-delà du rideau de fer, c'est positif, c'est humaniste, voilà, d'avoir ce côté faux cul, en fait, et propagande, et à la fois de faire entrer de l'argent, tout simplement, de faire entrer des devises. Et du coup, on pousse ces jeunes cinéastes, on ne comprend pas trop pourquoi ils ont du succès, mais bon, allons-y. En tous les cas, jusqu'au coup d'arrêt de l'écrasement du printemps de Prague en 68-69. Et après, après l'écrasement du printemps de Prague, Menzel est de ces réalisateurs qui se retrouvent au banc d'arrêt parce que justement leur succès les associe. Le cinéma de Menzel n'est pas ouvertement politique. On n'a pas là des slogans ou des grands gestes, vous l'avez compris. Mis à part Alouette, le fil à la patte, qui n'est pas un film, comment dire, avec un message politique ou un agenda politique. On est là dans la description de l'histoire. Et la seule description de l'histoire, la seule description des faits est en soi, en fait, politique. Mais
Manson par son succès, est associé à cet esprit, à ce souffle de liberté des années 60, et c'est en fait principalement pour cela qu'il est mis au banc avec Hitler, avec certains autres qui restent au pays, alors que lui n'a pas eu dans les années 70-80 encore une fois une activité ouverte de dissidence. D'autres réalisateurs ont pu l'avoir, Juracek par exemple, qui signe la charte 77, Manson non. Mais pendant plusieurs années, voilà, il est interdit en tous les cas, on ne lui permet pas de travailler et il retourne très difficilement au cinéma au prix d'un ou deux films qui essaient non pas de se compromettre avec le régime, mais en tous les cas de faire en sorte de pouvoir tourner, c'est-à-dire d'écrire une réalité qui est la réalité moche de la langue de bois, et de la vie quotidienne de ce régime embourbé dans le mensonge et dans la terreur. Ce qui était très drôle, c'était la réaction que les autorités ou une partie du public avait par rapport à Mon cher petit village, qui est son grand film des années 80, où il est de nouveau nominé à l'Oscar, qui est une sorte de retour à une sorte de rayonnement international, où les gens disaient « Mais comment est-ce qu'on peut montrer un régime socialiste sous un jour aussi noir ?» Et aux États-Unis, on disait « Et pourquoi est-ce qu'on peut montrer un régime socialiste sous un jour aussi positif ?» Et généralement, les gens, en plus, pouvaient dire exactement la même chose, enfin, exactement son contraire 6 mois après. Donc, effectivement, les gens pouvaient y voir sur ce type de films qui sont un peu à la lisière idéologique, on va dire. Menzel, effectivement, comme tu le disais, était une sorte d'équilibriste. Il faisait le pitre et il était aussi équilibriste. Et c'était aussi une des clés de son cinéma. C'est que il joue un équilibriste dans son film Un été capricieux, d'ailleurs, c'est pas un hasard finalement. Et il est toujours sur le fil. Il est toujours sur le fil, mais du bon côté du fil, heureusement. Mais c'est vrai que c'est aussi un des choses qui nous enchante beaucoup chez Malavida sur son cinéma, c'est que quand même tout est fait d'ombre et de lumière, et tout est mélangé. Il n'y a pas plutôt de pénombre et de demi-lumière, quoi. L'ensemble, la tonalité d'ensemble, c'est plutôt l'ensoleillement, on va dire. Mais c'est vrai que rien n'est jamais noir ou blanc chez Menzel, en tout cas pas de manière très très simple. Quand on voit que le deuxième film qui fait partie donc de cette petite rétrospective, Alouette, le fil à la patte, qui date de 69, qui a été interdit très vite et qu'on a redécouvert 20 ans plus tard et qui obtient l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Je crois que dans l'histoire du cinéma des festivals, c'est la première fois qu'on voit ça. Et je me pose la question, est-ce que s'il n'y avait pas eu toute cette censure, est-ce qu'il aurait eu une carrière qui serait différente que ce qu'il a connu ? Par exemple, je pense à Milos Forman, qui, sans les comparer, mais qui a une carrière vraiment assez particulière aussi. Mais est-ce que cette censure lui a fait manquer le coche sur certains aspects ? Sûrement, oui, ça a cassé sa carrière d'une certaine manière. Et ça a cassé. Après, lui-même disait qu'il était resté en Tchécoslovaquie parce qu'il ne se sentait pas de pouvoir créer dans un autre pays. C'est-à-dire qu'il disait que voilà, il avait besoin d'une certaine manière d'être dans son terroir, entre guillemets, d'être entouré des gens qu'il aime, entouré des techniciens avec lesquels il avait envie de bosser, entouré du monde de la culture et des petites gens. Tout ça faisait, en fait, l'enrichissait et faisait que ça lui donnait envie de faire du cinéma. Et lui disait qu'il ne se sentait pas d'en faire ailleurs. Voilà. Puis il était sur les rares projets qu'il ait lui-même initiés et il voulait vraiment faire ce film, et ce film ne pouvait se faire que en Tchécoslovaquie. Donc c'est une des raisons pour laquelle, en fait, alors qu'il aurait pu s'exiler aussi, il rentre pour faire ce film-là quelque part. Et puis la porte se ferme. Mais ce que tu dis, Lionel, est tout à fait juste aussi. Mais je le mentionne pour montrer à quel point ce film-là est important pour lui à ce moment-là aussi. C'est vrai qu'il a aligné une suite de très grands films entre Les Trains, Un été, Alouette, qu'il était sur une trajectoire, on ne savait pas trop où est-ce qu'il allait s'arrêter. Moi, je pense qu'Alouette est peut-être son meilleur film, voilà, son plus réussi. Voilà. Donc, il aurait sûrement eu une carrière différente s'il avait été pas empêché. Et en même temps, ça lui a donné une force qui fait que sa carrière a duré extrêmement longtemps et qu'on retrouve à la fin de sa carrière des films qui sont tout aussi réussis, comme Moi qui ai servi le roi d'Angleterre. C'est toujours pareil.
la contrainte crée la créativité. Parfois, elle la brise. Voilà, tout est dans ces équilibres fragiles. Je pense qu'on saura jamais, on peut jamais refaire la vie de Menzel. Mais je pense que pour lui, il y avait du bon et du mauvais. Nous, quand on l'a vu à Prague, voilà, tout au long des années 2000 et au début des années 2010, il avait l'air heureux, en tout cas. Il n'avait aucun regret. Il était tout à fait serein par rapport à sa carrière. Donc, je pense que le plus important pour lui, c'était d'arriver à continuer à créer, que la situation se soit rétablie, entre guillemets, d'une certaine manière dans son pays, et qu'il puisse continuer à travailler. Je ne pense pas qu'il était, voilà, je pense qu'il était serein par rapport à ça. Mais on a souvent parlé de deux types de contraintes. D'une part, la contrainte idéologique de ce régime totalitaire, et d'autre part, la contrainte financière dans le contexte de production qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui de la République tchèque d'aujourd'hui, qui est celui de la France, etc. Et souvent, en fait, les réalisateurs de la nouvelle vague tchèque ont pu dire que la contrainte idéologique, quelque part, elle est plus simple à détourner parce qu'on n'est pas face à des chiffres. La contrainte financière, ben, on a en face un comptable, un producteur qui voit exactement quels sont les coûts et quelque part, c'est beaucoup plus dur à manœuvrer là-dedans. Alors, c'est vrai, mais avec ce bémol, bien sûr, que ça n'a été possible, ce jeu avec la censure, de détournement de la censure, ce jeu pour faire passer les messages cachés et les images qui seront d'autant plus métaphoriques, d'autant plus symboliques, d'autant plus chargées de sens, d'autant plus poétiques, il n'a été possible que pendant quelques années, parce que voilà, c'est cette fenêtre qui s'entrouvre dans les années 60, un peu à l'insu du régime. Donc voilà, il faudrait pas idéaliser voilà l'artiste sous pression qui est pressé comme une olive qui donne le meilleur huile. Ça marche pas toujours comme ça, loin de là. Mais voilà, il y a cet aspect qui est à prendre en compte. Donc on disait 3 films. Je les répète, 3 films très étroitement surveillés qui datent de 66, Alouette, Le fil à la patte de 69, et Une blonde émoustillante qui date de 1980. Toutes les informations des sorties. D'ailleurs, dernière question, ça c'est plutôt pour la société pour le distributeur. Comment vous allez accompagner la tournée, enfin ces 3 films? Est-ce que vous prévoyez des projections spéciales? Alors, il y a déjà eu une sorte comment dire, de début de tournée, puisque le pays invité au festival Travelling de Rennes il y a quelques semaines, qui est un gros festival en France, était Prague. Et pour le coup, Travelling a, entre guillemets, invité Menzel à son festival avec une rétrospective. Malavida est allé sur place pour présenter pas mal de films, et notamment les films de Menzel. Ça a servi un petit peu de détonateur autour de la médiatisation de cette rétrospective. Il va y avoir un gros écho presse sur Menzel. C'est vrai qu'on a toujours la surprise quand on est distributeur qu'il faut faire redécouvrir les films à une partie de la presse, et c'est souvent le cas avec les films sur lesquels on bosse. Et sur Menzel, c'est le cas. Beaucoup de journalistes n'ont pas vu les films. Les Très étroitement surveillés, c'est un cas un peu différent, puisqu'il a toujours été plus ou moins disponible en DVD depuis qu'on a commencé à bosser dessus en 2007. On l'a ressorti en salle, on l'a réédité en DVD il y a peu de temps, donc c'est un film qui est facile à voir, en tout cas, ce qui n'est pas du tout le cas, par contre, effectivement, de Alouette. Alouette, la mort de Yeri aura été aussi le détonateur d'une série de restaurations, et c'est là où la Cinémathèque a décidé, peu de temps après son décès, de faire une restauration complète sur Alouette, Le fil à la patte. Nous avions, nous, une copie que nous avions éditée en DVD, mais que nous estimions pas assez bonne pour faire une réédition en salle. Là, ils ont fait le boulot tellement bien que le Festival de Berlin a réinvité le film à son édition dernière, en février, avec une sorte d'hommage à la fois et à Yeri et au fait que le film Alouette et le Festival de Berlin avaient une histoire particulière, ce qui est une très belle idée, je trouve. Et puis, en dehors d'Alouette, c'est vrai que La Blonde rentre plus dans notre travail de distribution, dans le sens où c'est le moins connu, et en même temps, on trouve plus de points d'accroche pour essayer de faire venir les gens. Donc, on a commencé par se dire, est-ce qu'on va travailler la rétro d'une manière globale, ou est-ce qu'on va essayer de travailler sur chacun des films? On s'est dit que c'était bien de faire les deux en même temps. Donc, on a refait des affiches pour chacun des films, pour essayer de leur redonner une identité visuelle qui soit plus moderne, et ça marche très très bien. J'encourage les gens à aller sur les sites, etc., pour voir les affiches qu'on a faites.
On va d'ailleurs en faire gagner pas mal le jour de la ressortie au Reflet Médicis à Paris. On sera présent à chacune des séances pour faire gagner des affichettes de ces films. Ça fait partie du côté un peu festif de Malavida. On aime bien ça, être présent sur place. Faut que je vienne. Je veux ces affiches. D'autant que, pour revenir à Une blonde, le film a une histoire un peu particulière. Le personnage principal d'Une blonde, comme son titre ambigu l'indique, c'est que c'est non seulement une jeune femme, mais c'est aussi une brasserie, et donc une bière. Et il y a une petite anecdote autour de ça. Menzel, quand il a enfin l'autorisation de tourner ce film, part en repérage et cherche une brasserie et se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait pensé. Gaspard ne me contredira pas, la bière est un des axiomes de la culture tchèque. Et le territoire tchèque était, avant-guerre et même après-guerre, enfin, avant-guerre, était constellé de brasseries artisanales, qui est une des grandes fiertés du pays. Malheureusement, après-guerre, le régime communiste va laisser un peu, va pas considérer la bière comme un des fers de lance de la représentation de la culture tchèque à l'étranger, et donc va arrêter de mettre de l'argent dans l'entretien, et beaucoup de brasseries vont péricliter, et Menzel va avoir du mal à en trouver une pour faire son tournage. Il en trouve finalement une un peu avec difficulté, il la rénove juste ce qu'il faut pour pouvoir évidemment filmer, faire le film, et la brasserie retombe à l'abandon les semaines qui suivent le tournage, évidemment. Au début des années 2000, la mairie, qui était toujours propriétaire de ce lieu, qui était dans un état déplorable, était tombé dans l'abandon, décide de le revendre, et ils ont des difficultés à vendre le lieu, et c'est à ce moment-là que des architectes apprennent en fait la mise en vente, vont visiter le lieu, et grands admirateurs de Menzel se rendent compte que c'est le lieu de tournage du film. Donc, ils décident évidemment de racheter, évidemment de tout rénover, mais d'en faire autre chose que seulement une brasserie, ce qu'elle va redevenir, puisqu'il y a une bière qui est redevenue célèbre depuis. Mais en plus, ils vont installer un festival à demeure qui a lieu une fois par an. Ils vont en faire aussi un lieu de cinéma. Et c'est vrai que Menzel était extrêmement fier de ça. Il était extrêmement fier d'avoir fait ce film autour d'une brasserie, d'une blonde évidemment, et d'une bière. Et pour lui, il disait souvent que c'était un des plus gros sujets de satisfaction de sa vie d'artiste. C'était pas forcément d'avoir fait des grands films, mais c'est d'avoir aussi contribué à la renaissance d'une brasserie. Pour lui, c'était extrêmement important. Et on l'a pris au mot, puisque Malavida est devenu brasseur à l'occasion de cette sortie, puisqu'on s'est associé avec une microbrasserie en banlieue de Paris, à Saint-Ouen. Et on a brassé une bière qui s'appelle une blonde émoustillante, qu'on va faire gagner. C'est dommage parce que j'en ai pas là tout de suite avec moi. C'est génial. Gagner donc, le jour de la sortie dans les salles. Et certains lieux vont, donc on va l'offrir un cadeau pas mal, évidemment, c'est l'idée. Et certains lieux ont décidé de la prendre en vente, des lieux qui sont généralement associés au cinéma, que ce soit à l'intérieur, quand ce sont des lieux qui possèdent en fait un restaurant ou un bar à l'intérieur même du cinéma. Mais on essaye aussi d'associer des bars, etc., qui ont un lien, si vous voulez, avec le cinéma, et que la bière soit mise en vente. C'est pour nous une sorte de clin d'œil. C'est évidemment un petit outil marketing qui permet de faire parler du film de manière marrante. Mais c'est aussi bien plus que cela, parce que vraiment, la bière était quelque chose d'important pour Menzel. Le film le prouve. Oui. Le film le prouve. Et ça fait partie des choses qui vont être intéressantes autour de cette sortie, c'est qu'on va essayer de la rendre un peu vivante, comme Iri aurait voulu que ça soit. On l'avait invité, il était venu en fait en 2014, quand on avait ressorti Train étroitement surveillé, il avait animé beaucoup de débats et il adorait ça. Il adorait présenter le film, il adorait parler de cinéma, il adorait parler avec les gens. C'est vrai qu'on dit souvent que le cinéma des années 60 en Tchécoslovaquie, c'est une sorte de redécouverte du quotidien. C'est faire parler enfin, par opposition au cinéma américain, qui était pour eux évidemment une source d'inspiration, sur la manière de faire du cinéma, mais au fond, sur de quoi parler, en fait, ils avaient envie de parler des gens. Voilà. Et c'est vrai que le cinéma de Menzel, tu le disais tout à l'heure, Gaspard, c'est beaucoup ça. C'est parler des petites gens, c'est parler du quotidien, c'est vraiment parler de ça.
Et boire une bière, ça fait partie du quotidien chez Malavida. Voilà, donc c'est important. Oui, je dirais ça, tu as tout à fait raison. En fait, c'est dans ce contexte de langue de bois, dans ce contexte de pression des idéologies, il s'agit de redonner son humanité à l'homme. En tout cas, on sent que oui, on sent que voilà l'œuvre de Jiri Menzel et lui-même, en tout cas l'auteur, c'est quelque chose de très très important chez vous, chez Malavida. Ça on le sent. En tout cas, je trouve que vous avez des idées promotionnelles génialissimes et toutes les informations, j'espère, se trouvent sur le site de Malavida. Bon, comme ça, voilà. Bon, en tout cas, vous trouverez tout dans le descriptif de cette vidéo. C'était vraiment passionnant. Je répète, très étroitement surveillé, Alouette, le fil à la patte et une blonde éboustillante. Et d'ailleurs, je fais partie de ces journalistes qui ont découvert les 2 derniers films. Je ne les connaissais pas, c'est grâce à vous. Voilà, donc en tout cas, on a comme ça cette possibilité de croire qu'il y a encore des choses à découvrir et c'est juste très bien comme ça. Voilà. Merci Jean-Gaspard Palenicek, merci Lionel Itoural de chez Malavida. Je tiens quand même à remercier l'équipe de Malavida, c'est-à-dire Marion Échard, Anne-Laure Brénéol qui était venue les 2 dernières fois et vous-même Lionel Itoural. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous faites, c'est passionnant et c'est important. Merci à vous en tout cas. Merci de nous avoir invités pour en parler. À bientôt. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.